Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie, en tout cas la dernière partie de New World Forum. Troisième panel avec Dr Koundé Peto, le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, et le professeur Edem Gouéakoué, cardiologue, président de l'Ordre des médecins du Togo. Nous analysons les mesures sanitaires de riposte contre le Covid-19 au Togo. Et donc, avant la pause, nous étions en train de parler de la nécessité de surveiller les structures sanitaires, de même que les officines pharmaceutiques en temps de pandémie pour éviter justement des circuits de contrebande, docteur Peto. Oui, et effectivement, on a observé que cette pandémie a suscité auprès de la population un réflexe de pouvoir essayer de recourir à toute solution. Et malheureusement aussi, à l'occasion de cette pandémie, on a vu des réseaux sociaux aussi et qui font circuler toutes sortes d'informations et toutes sortes de propositions de traitements et toutes sortes aussi de potions que les gens vantent, des vertus que les gens donnent à certains produits courants de chez nous. Et les gens ont tendance donc à essayer de se procurer ces produits-là et essayer de voir comment se débrouiller. C'est vrai que, comme je l'ai dit, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Aujourd'hui, il est important que les gens s'en tiennent à l'information officielle. Et on voit souvent certains médias rappeler qu'il est important que nous puissions nous tenir à ces informations et surtout faire circuler que des informations qui sont validées par les autorités sanitaires des pays et qui sont relayées par ces autorités-là. C'est important parce qu'aujourd'hui, toutes ces informations qu'on fait circuler amènent des gens à des réflexes d'automédication, à des réflexes de recours à des mixtures. Je pense que le Covid-19, c'est une pathologie qui fragilise l'organisme et il faut faire attention à ce que les gens ne compliquent pas plutôt leur situation. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous sensibilisons, c'est la première chose. Quand les gens viennent chez nous faire cette demande spontanée, c'est toujours une occasion de rappeler qu'on ne peut pas, surtout quand on sait à peu près à quoi c'est destiné, les gens vous demandent cet antibiotique qui est associé à la chloroquine. J'ai dit que la chloroquine, ça, on n'en a pas. Donc, c'est l'occasion de leur demander ce qu'ils en font. Et aussi de rappeler que non seulement on ne délivre pas le médicament, mais il est important, s'il y a des signes, de faire comme on a dit. Il y a un numéro, le 111, qui est dédié, ou de se rapprocher de la structure de santé de son district pour pouvoir remonter la filière et voir comment accéder au système de prise en charge adéquat. Nous allons commencer par répondre aux questions des téléspectateurs. Une première question qui se préoccupe du sort du personnel soignant. Nous allons le prendre. Le code, c'est le 90 23 87 88. 90 23 87 88. Bonsoir, messieurs. Alors, ma question est la suivante. Y a-t-il une mesure d'accompagnement en matière de salaire pour les agents de la santé, étant donné que les heures de service sont revues sur toute l'étendue du territoire, mais pas pour les agents de la santé? Alors, je voudrais convertir un peu la question pour le professeur Gouéakoué. Le personnel soignant, est-ce qu'il ne mérite pas des primes spéciales en cette période de pandémie où vous êtes un peu au four et au moulin? Le personnel soignant, si dans l'immédiat, le personnel soignant le plus proche de la riposte est le personnel qui est fonctionnaire payé par l'État. Il est tout à fait normal de dire ici que la prise en charge de l'État n'est pas suffisante. Le salaire payé au personnel de la santé de façon générale n'est pas un salaire élevé. Il s'agit d'une dévotion, il s'agit d'un sacerdoce que le personnel soignant fait tous les jours. Et demander à ce qu'on donne des primes à l'instant où la crise n'a pas encore atteint le sommet de la pandémie, je crois que c'est trop rapidement venu. Ça va venir peut-être, je ne sais pas. C'est une considération qui a été déjà mise en place et le chef de l'État, lorsqu'on l'a rencontré, la question a été posée.
Elle a été posée, mais ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment de faire une réclamation particulière. Nous sommes des combattants de longue période. Oui, des combattants, mais le nerf de la guerre. Oui. Est-ce qu'il ne vous revient pas en tant que président de l'ordre de faire le lobbying auprès des autorités publiques, de porter cette voix de vos collègues vers les oreilles concernées? Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais. L'Ordre national des médecins a eu le privilège d'être invité dès les premières heures. Et nous avons adressé au chef de l'État, dans l'une de nos doléances, qu'un œil attentif soit apporté. Ne serait-ce que dans l'immédiat pour ceux qui sont dans les permanences, qui sont de garde. Et il me semble qu'ils ont des primes, j'ai ouï dire quand même. Hein. Oui. Je ne veux pas dire de bêtises. Non, je ne saurais le dire ici, mais je vous assure que je vais insister, je vais rapporter de nouveau l'information pour qu'une oreille attentive puisse l'écouter, d'autant qu'au niveau de la coordination nationale, cette question pourrait être posée. Il me semble que le docteur Cueto a quelques éléments. Non, je pense que c'est pour dire que dans ce type de situation, je crois que le ministère de la Santé gère ce type de crise depuis un moment. Ils ont, je dirais, des façons de faire. La question, je pense, est bien prise en compte. Hein. Aujourd'hui, vous savez, tout le monde est aujourd'hui pressé et engagé au front par rapport à la lutte, à trouver des solutions pour qu'on avance sur la maîtrise du Covid-19 dans notre pays. Mais je pense que les autorités n'occultent pas cette question quand même d'encourager, de motiver ces agents qui sont au front et à des heures indues des fois et qui aussi ont un niveau de risque plus élevé aujourd'hui dans leur activité. Et je pense que la question est prise en charge. Peut-être que les gens qui aujourd'hui posent le problème sont un peu impatients, mais j'espère, parce que j'ai entendu plusieurs fois le ministre de la Santé dans le cadre de nos réunions que nous tenons tous les matins au niveau du ministère de la Santé, interpeller ses collaborateurs qui sont en charge de ces questions financières, de voir comment on peut avancer là-dessus. Je crois que les choses se font. On va répondre au 92 46 62 12 92 46 62 12. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, avec quoi le Togo traite-t-il les malades du Covid-19 jusqu'il y ait guérison de certaines personnes? Professeur? Oui, c'est une question pas très compliquée. C'est une question... pas compliquée. Tendancieuse. Oh, pas véritablement. Pas véritablement. Je parle du principe. Il y a un soupçon, un doute de la capacité de vous mettre à guérir le Covid-19. Il n'y a aucun soupçon, aucun doute. Parce que l'équipe qui soigne le Covid-19 ne le fait pas au hasard. Il y a des médicaments qui ont été testés qui ont montré une efficacité dans la multiplication du virus. Il s'agit d'un virus à ARN. Donc, dans la multiplication du virus, c'est ça l'usage de la chloroquine. Mais lorsqu'on prend un malade de Covid-19, on ne traite pas simplement une maladie. On traite le malade dans son intégralité, le malade avec ses comorbidités, parce qu'un malade peut arriver, mais qu'il soit hypertendu, diabétique, et ce sont ceux-là qui sont en plus à risque. Donc, on traite le malade dans sa globalité. Et on applique le traitement retenu dans le protocole, chloroquine et azithromycine. Mais au-delà de la chloroquine, de l'azithromycine, on traite tout ce qui vient comme pathologie venant compliquer le tableau clinique. Mais je peux assurer que l'équipe en charge prend en soin correctement les malades qui sont hospitalisés. Et c'est là où je trouve l'explication
du nombre de l'absence de flambée des cas. Donc, il y a une équipe sur place qui est une équipe multidisciplinaire qui fait le maximum pour que les malades soient pris en charge assez rapidement et que le traitement soit le plus efficace possible en tenant compte du fait qu'on ne traite pas une maladie, mais on traite un malade. La prochaine question, si vous permettez, je voudrais quand même, s'il y a suspicion derrière, rassurer que la stratégie de gestion de cette crise aujourd'hui comporte, d'une part, le fait que nous fassions en sorte que on puisse stopper les contaminations, on puisse limiter les contaminations, une flambée brusque des contaminations, mais aussi l'autre stratégie, c'est de pouvoir soigner, guérir effectivement ceux qui sont contaminés de sorte qu'ils ne soient plus contaminants. Donc aujourd'hui, le Togo a mis en place, s'est donné les moyens justement de traiter correctement les personnes qui sont contaminées. Et le professeur Guyakou a décrit ce traitement aujourd'hui, qui est un traitement qui est adopté par la plupart des pays. Et je peux rassurer que les médicaments pour mettre en place ce type de protocole sont là. Les médicaments aussi de gestion des cas compliqués, des cas de réanimation sont disponibles, et aussi, vous l'avez dit au début de cette émission, le matériel aussi est de plus en plus disponible. Je pense que une des questions importantes pour les Togolais, c'est de comprendre que le pays s'est donné les moyens aujourd'hui de relever son plateau technique pour permettre la prise en charge correcte des gens. De grâce, faisons confiance quand même à ce système-là, parce que le Covid-19 ne reconnaît personne, et nous pouvons aujourd'hui voir que l'engagement à tous les niveaux est total. 93 13 93 86, 93 13 93 86. Alors, j'aimerais savoir si le lot de chloroquine qui est arrivé au Togo est analysé dans nos laboratoires avant son utilisation. Docteur Peto? Oui, il faut, c'est vrai, la question nous revient tout le temps, toujours tendancieuse de dire oui, parce qu'on sait que le Togo n'a pas un laboratoire de contrôle de qualité des médicaments fonctionnel. Mais à cette question, nous répondons toujours. Le laboratoire, c'est juste un élément qui nous permet de confirmer une situation. Le processus d'enregistrement d'un médicament, de validation d'un médicament, se fait suivant un process très sécurisé, validé par l'Organisation mondiale de la santé dans tous les pays. Les médicaments qu'on fait rentrer tous les médicaments qu'on fait rentrer dans un pays ne font pas l'objet de contrôle. C'est quand nous avons une suspicion que nous contrôlons. Et je voudrais dire que les chloroquines qui sont arrivés au Togo pour la prise en charge des patients, ce sont des médicaments qui ont été achetés dans le cadre d'une stratégie globale. D'une part, on a des chloroquines achetés dans le cadre de la CEDEAO, par exemple, utilisés dans tous les pays de la sous-région. Quand ce processus-là est mis en œuvre, il y a une validation qui est faite par ce type d'acheteurs pour pouvoir rendre disponibles des médicaments de qualité. Et nous, ce que nous faisons ici, l'autorité de régulation a à faire, c'est de vérifier qu'un certain nombre de documents sur le fabricant, sur la matière première qui a été utilisée, sont disponibles. Je pense que ce contrôle a été fait. Et ces médicaments, aujourd'hui, le précédent intervenant a posé la question des guérisons. Avec ces traitements, nous avons des résultats. Je pense qu'on doit pouvoir nous en tenir à ça. Et s'il y a des problèmes, le corps médical qui est sur place peut relever des problèmes, et ça nous alertera pour voir s'il y a quelque chose à faire. Mais pour l'instant, les médicaments sont efficaces. On va répondre à cette préoccupation qu'on ne pourra pas voir à l'écran, parce que c'est une question sur SMS 92 16 63 31. Je veux savoir, sur les réseaux sociaux, il circule des informations selon lesquelles les respirateurs qui ont été installés au CHR Lomé Commune ne sont pas des respirateurs adaptés contre le Covid-19. Professeur Guyakou, qu'est-ce que vous en dites? Je vais dire que le respirateur n'est pas une adaptation à une maladie. Il n'y a pas de respirateur adapté à une pathologie donnée. C'est en cas de détresse respiratoire, parce que le malade a été pris en charge à un moment où les poumons sont lésés, qu'on met en place le respirateur pour permettre aux poumons de reprendre progressivement sa forme par les soins.
Donc, il n'y a pas de respirateur adapté au Covid-19. Tous les respirateurs qui sont là pour soigner des patients en détresse respiratoire. Donc, disons-le de façon brève, un respirateur est un respirateur. Est un respirateur. Merci pour cette réponse très claire. Nous avons sur la nécessité de réduire les risques pour le personnel soignant dans le cadre de cette pandémie interrogé Dr Cissé Alassani Mohamed. Il est le président de l'Association des médecins du Togo. Nous l'avons interrogé aussi avant le début de cette émission. Nous allons suivre ces réponses et nous revenons juste après pour les commentaires, de même que les questions des téléspectateurs, les questions que vous nous envoyez sur nos réseaux sociaux WhatsApp, Facebook et Twitter. À tout de suite. Docteur Cissé Alassani Mohamed, bonjour. Bonjour, M. Boko. Dans quelles conditions travaille le personnel soignant dans le contexte de cette pandémie de Covid-19? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez et de parler un peu de ce qui se passe au niveau des formations sanitaires. Et disons que depuis le début de cette pandémie et en période d'épidémie, les mesures doivent être prises en fonction du mal que nous avons en face. Et il faut dire que dans notre pays, il y a eu le centre de CHR Lomé Commune qui a été réquisitionné par l'État pour la prise en charge des malades atteints de ce virus-là. Donc dans ce centre, les conditions, on peut le dire, sont optimales. Les conditions de travail sont optimales. Les mesures de protection, tout est OK au niveau de ce centre. En tant que président de l'association de médecins, est-ce que vous suivez de près ce qui se fait là-bas? Est-ce que vous avez visité le centre pour constater ce qui se fait au niveau du plateau technique, au niveau de la protection des soignants? Absolument. Je puis vous dire, nous avons fait 2 ou 3 visites dans ce centre et nous sommes en communication directe avec les premiers responsables de soins dans cette structure. Les conditions de travail sont normales. Sont normales et très bonnes au niveau de ce centre-là. Depuis l'entrée jusqu'à la sortie, pour le malade et pour le personnel de santé, les conditions sont acceptables. Et par contre, nous avons plusieurs autres centres de formation sanitaire sur toute l'étendue du territoire qui ne sont pas choisis par l'État pour accueillir les malades Covid. Mais dans ces centres, force est de constater que certains patients atteints de ce virus-là passent par là, pas forcément pour cette prise en charge spécifiquement, mais pour d'autres maladies. Donc ça veut dire que l'extension des mesures de protection, l'extension des conditions optimales de travail doivent s'étendre à toutes les formations sanitaires publiques et voire même privées. Est-ce que ce n'est pas le cas dans tous les centres? Ça veut dire que tout le personnel dans les autres centres, est-ce que vous êtes protégés? Nous avons constaté qu'au niveau des formations sanitaires, autres que les formations réquisitionnées par l'État, ne sont pas suffisamment dotés en matériel de protection. Ne sont pas suffisamment dotés. Et si bien que il y a Nous attendons aussi d'autres sons de cloche que l'État met à votre disposition le matériel adéquat, mais certains les gardent dans les tiroirs. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avons des points focaux au niveau de toutes les formations sanitaires du Togo, parce que c'est l'association des médecins, de tous les médecins du Togo. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que les épis sont dotés, mais en nombre insuffisant. Les épis sont dotés, mais en nombre insuffisant. Donc, il arrive souvent le personnel qui normalement devrait changer de bavette 2-3 fois dans la journée, n'a qu'une seule bavette pour toute la journée. Donc ça fait que le nombre est insuffisant. Donc les efforts doivent être vraiment renforcés à ce niveau-là. Est-ce que tout vous vient de l'État ou parallèlement d'autres structures, soit privées, soit internationales, viennent en appui au travail que vous faites?
j'ai eu à dire à mes collègues que la responsabilité du matériel de protection incombe totalement aux responsables des formations sanitaires. Totalement. C'est ces responsables qui sont en communication avec l'État. Nous, on n'est pas directement en communication avec l'État. Nous sommes en communication avec les responsables des formations sanitaires. Donc, c'est à eux de mettre tous les moyens pour disponibiliser suffisamment les EPI pour le personnel de santé. Comment évaluez-vous les risques encourus aujourd'hui par le personnel soignant? Vous êtes médecin, vous êtes au front, même si vous n'êtes pas directement concerné par le travail, vous êtes gynéco, donc un peu loin du Covid-19. On peut pas non, attention, je l'ai dit tout à l'heure. Quand nous prenons le centre, le CHU Lomé Commune, où se prend en charge les malades atteints de Covid-19, le risque est élevé, très élevé, parce que tous les patients que nous avons sont des patients Covid-19. Mais je peux vous dire que c'est le milieu le plus sécurisé parce que nous savons ce que nous manipulons. Exactement. Et nous avons le matériel adéquat pour manipuler ces cas. Vous voyez? Mais alors, dans les autres formations sanitaires, on ne fait plus beaucoup attention parce qu'on se voit le malade peut venir. Parce que quand je prends l'exemple du CHU Sylvanus Olympio, nous avons des services d'urgence, des services d'admission. Un patient qui arrive pour hémorragie, on sait que l'hémorragie va le tuer en quelques minutes, plus que le Covid-19. Donc, on a tendance à courir en se mettant dans une situation d'antan, alors qu'actuellement nous sommes en situation d'épidémie. Donc, les réactions doivent différer, bien sûr, en restant professionnels devant chaque cas. Donc, dans ces formations sanitaires, le risque est aussi là, parfois même grand, parce qu'on ne sait pas ce que nous manipulons. Le malade vient pour autre chose, mais il peut avoir le coronavirus qui, je vous le répète, peut être chez un patient, mais qui soit totalement asymptomatique. En dehors de ces mesures de protection, est-ce que vous avez besoin d'autres accompagnements? J'évalue les besoins, je répartis les besoins en quatre ordres. Premièrement, les besoins en équipement de protection individuelle. Et ça, je le répète encore, la responsabilité incombe totalement aux responsables des formations sanitaires. Et quand nous prenons ces besoins, en partant de la base qu'il faut changer de bavette, de masque, toutes les 3 heures, 4 heures de temps, il faut évaluer le besoin dans tous les services et pour toute la formation sanitaire, savoir qu'en une semaine, voilà ce que nous pouvons utiliser, en un mois, voilà ce que nous devons utiliser et disponibiliser de façon à respecter les normes pour chaque individu, pour chaque agent de votre formation sanitaire. C'est le premier besoin. Le deuxième besoin, c'est les besoins techniques, ce que nous appelons les directives nationales, et communément appelées les protocoles. D'accord? Il faut avoir des directives nationales depuis l'entrée du patient dans toutes les formations sanitaires, depuis son entrée, à travers ce que nous appelons le tri des malades. Les malades qui sont susceptibles de pouvoir avoir le Covid sont orientés vers un centre, vers l'unité où le personnel est suffisamment équipé, en passant par le protocole de distanciation, ce que je vous ai envoyé, entre-temps, un protocole de distanciation au niveau des formations sanitaires, la disposition des chaises en consultation, et la disposition des malades dans la salle d'attente, tout ça, et aussi par des protocoles de prise en charge globale. D'ailleurs, au niveau de l'association, depuis le début de cette pandémie, nous avons mis en place plusieurs cellules, dont la cellule scientifique qui devait réfléchir et nous proposer un protocole global, d'accord, de prise en charge des patients. Ce travail a été finalisé, nous l'avons soumis au niveau de la primature
pour être étudié et corrigé en vue de l'appliquer très rapidement. Mais il ne faut pas que les résultats sortent après la pandémie. Non, je crois que les autorités ont la mesure de la chose, donc étant déposé, je crois que ça doit être étudié rapidement. Troisième besoin, c'est les besoins de formation. Aujourd'hui, nous sommes en situation d'urgence. Tout le monde doit être formé pour la protection et au cours dans nos pratiques courantes. Mais surtout, le personnel de laboratoire. Le personnel de laboratoire doit être formé sur tout l'étendue du territoire pour pouvoir faire le tri des prélèvements qui arrivent au niveau central. Parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez souvent les médias, vous voyez on a testé plus de 300 et il y a 2 qui sont positifs. S'il y avait un tri qui se faisait au niveau des différents laboratoires de l'intérieur du pays, je crois que le nombre de prélèvements qui arriverait au niveau central sera moindre. Et ça réduit encore le risque de travail. Le dernier besoin, c'est le besoin en médicaments. Dans notre protocole, on l'a détaillé, il faut disponibiliser au mieux les médicaments et les kits de prélèvement dans toutes les formations sanitaires. Je dis bien dans toutes les formations sanitaires, au mieux. Sinon, à défaut, on le fait comme on le fait actuellement là, mais avec beaucoup de risques. Parce qu'à Lomé, le problème ne se pose pas. L'accessibilité est simple. On peut quitter Adido Gomé, aller au centre CHL Lomé commune facilement. Par contre, quand vous prenez l'intérieur où j'ai fait, l'accessibilité géographique, financière, en ambulance, le problème se pose. Donc un patient qui est, par exemple, dans un village frontalier du Ghana où l'accessibilité est difficile, s'il y a un cas suspect là-bas et qu'il faut appeler l'équipe cadre du district qui va se déplacer pour arriver là-bas, c'est beaucoup de risques de contamination durant le parcours de ce malade-là. Donc si les médicaments sont disponibles, nous avons des infirmiers qui sont suffisamment aguerris dans la prise en charge du paludisme. Alors que nous savons aujourd'hui que la chloroquine est en première ligne des médicaments qui sont préconisés dans la prise en charge de cette maladie-là. Donc il suffit d'avoir des protocoles clairs, lucides, et je peux vous dire que nous pouvons faire confiance à nos infirmiers. D'accord. Merci, docteur Cissé Alassani Mohamed, et surtout bon courage à vous qui êtes au front depuis plus d'un an. Merci à vous. Mais si vous permettez que je dise un dernier mot, ouais. Et nous recommandons à l'endroit de tout le monde, que vous soyez prestataire de soins, que vous soyez infirmier ou même la population, que nous sommes en situation d'urgence. Et en situation d'urgence, tout le monde doit mettre la main à la pâte. L'heure n'est pas aux accusations, l'heure n'est pas aux critiques, l'heure est à ce que tout le monde apporte sa contribution pour que nous puissions sortir tous de cette pandémie-là. Et alors que chacun fasse son travail. Quand nous prenons les responsables des formations sanitaires de disponibiliser suffisamment de matériel de protection au personnel, quand nous prenons le personnel de santé, une fois le matériel disponibilisé, c'est obligatoire. D'ailleurs, le gouvernement a sorti un communiqué hier, obligatoire de se protéger. Donc, nous leur appelons à faire de ce slogan se protéger, protéger les autres, leur leitmotiv de tout le temps. Et au niveau de la population, être à l'écoute des directives qui seront données, être à l'écoute et dès que vous avez les signes, suivre les directives nationales pour la prise en charge. Merci, docteur. Merci. Merci.
Retour au plateau, donc après notre entretien avec le président de l'association des médecins du Togo, Cissé Alassani Mohamed. Nous reprenons donc avec les questions de nos téléspectateurs. Nous allons prendre la question du 91 15 78 35. Alors, merci à vous pour tout ce que vous faites dans la lutte contre cette pandémie. Le flux des accompagnants et visiteurs dans nos centres de santé, surtout à l'intérieur du pays, nous rend vraiment la tâche très, très difficile en cette période d'urgence sanitaire. Cette situation nous expose beaucoup plus et notre famille aussi par extension. Alors, veuillez nous aider à sensibiliser beaucoup plus la population, à limiter la fréquentation de nos hôpitaux, personnel soignant d'un hôpital de l'intérieur du pays. Professeur Gouyakoui? Oui, c'est compréhensible dans la mesure où nous avons une vie communautaire qui fait que quand quelqu'un est à l'hôpital et que tu ne vas pas lui rendre visite, les gens ne comprennent pas pourquoi c'est toi qui n'y vas pas. Mais dans une situation actuelle d'épidémie au niveau du pays, il faudra sensibiliser, c'est le mot. Sensibiliser, c'est parler, expliquer, de manière à ce que celui à qui on parle change de comportement. Ailleurs, dans d'autres pays, quand vous êtes malade, vous êtes suivi en interne. Vous n'avez pas besoin de gens pour vous accompagner. Ici, si on peut réduire le nombre d'accompagnants à une seule personne, c'est largement suffisant. Et ce travail doit être fait par les responsables des hôpitaux, par les responsables des districts. Et la technique, c'est de répéter, de parler, de répéter. Mais les accompagnants, mais aussi les visiteurs. Oui, ceux qui viennent... En principe, on limite le nombre de visiteurs. On ne devrait même pas accepter les visiteurs. Les visiteurs doivent être juste en contact avec les informations. Encore qu'il y a tout le système d'information, les visiteurs doivent, en ce temps-là, rester chez eux, dans une situation qui leur permet d'éviter l'environnement où ils peuvent être infectés par le virus du Covid-19. Et de faire plutôt des transferts d'argent. Ah, c'est possible. C'est le nerf de la guerre. C'est possible. C'est possible si de faire des transferts. C'est un moyen très intéressant de les conforter. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Docteur Petou, est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Non, bon, là-dessus, le problème s'est posé rapidement aussi en officine, l'afflux de patients et de clients. Mais aujourd'hui, la mesure que nous on a prise, c'est que déjà, on avait des gens qui s'accompagnaient à 2-3 pour venir exécuter une seule ordonnance. Je pense que nous, clairement, on a dit il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être autorisées à rentrer en même temps dans l'officine. Et quand il y a des accompagnants, ils restent dehors. Parce qu'il ne faut pas multiplier les sources de risque. D'ailleurs, on a produit une vidéo que la TVT passe de temps en temps pour montrer les efforts que chacun devrait faire dans cette période-là pour éviter qu'on puisse multiplier les occasions de se contaminer. Et je crois que cet agent de santé de l'intérieur, il pose un problème réel. Il faudrait que notre population aussi soit sensibilisée. Aujourd'hui, l'objectif principal doit être de protéger nos agents de santé. Et ce n'est pas la peine d'aller en masse sur eux et que tout le monde comprenne que le risque existe partout. Donc, même ces personnes qui vont à l'hôpital en masse, il faut qu'ils comprennent qu'ils prennent aussi des risques. Voilà. Est-ce qu'en ce temps, peut-être, je vais renvoyer la question au président de l'Ordre, est-ce qu'il n'est pas nécessaire qu'on réduise les consultations médicales à l'essentiel? Je pense que cette approche ne sera pas bonne. Parce que ce n'est pas parce que Covid-19 crée une situation épidémique qu'on ne peut pas avoir d'autres affections qui, quelquefois, sont des affections associées ou des affections qui rendent le malade vulnérable. Il faudra prendre les malades en charge, comme d'habitude, en faisant extrêmement attention à chaque malade et en se disant systématiquement et si ce patient était un patient porteur du virus. Oui, mais le problème s'est posé dans un pays, par exemple, où certains États aux États-Unis ont interdit l'interruption volontaire de grossesse en cette période de pandémie. Est-ce que
avec le Covid-19, c'est une urgence de vouloir interrompre ici et maintenant sa grossesse. Je ne pense pas. C'est des questions spécifiques à des États et à des préoccupations particulières. Je ne pense pas que cette question se pose à nous ici des consultations de gynéco, pour interrompre les grossesses. Pour interrompre les grossesses ou des consultations de gynéco pour les stérilités. Dans l'immédiat, il y a autre chose qui pose problème. Mais il faut savoir, comme on l'a fait dans d'autres épidémies, qu'il faut avoir le réflexe devant tout patient qui arrive de se poser la question, et si c'était un patient ayant un paludisme, ayant une douleur abdominale et qui aussi a un Covid-19. Et à partir de ce moment-là, les mesures de distanciation, les mesures de barrière doivent être utilisées. Mais je vous assure que les mesures de distanciation sont un tout petit peu difficiles quand vous êtes clinicien et que vous devez examiner votre malade. Vous êtes obligé de trouver des stratégies en le disposant d'une certaine manière, mais le risque n'est toujours pas écarté. Alors, on va prendre la préoccupation du 90-24, 98-11. Il dit ceci: je souhaiterais savoir s'il est prévu un autre centre de prise en charge à l'intérieur du pays où on entend qu'il y ait des cas, où on attend qu'il y ait des cas d'abord. Deuxième préoccupation, elle est relative au manque de matériel de protection au personnel de santé, malgré tout ce qu'on nous montre à la télé comme matériel commandé. Troisième préoccupation, c'est le thème personnel médical qu'on utilise souvent au lieu de parler de personnel soignant de prise en charge. Bon, là-dessus, moi je risque de me confondre. Je renvoie cette dernière préoccupation au professeur président. Je crois qu'on va parler de la dernière préoccupation et puis vous allez nous rappeler les antérieures. Oui. Il s'agit de formulation. Oui. Il s'agit de formulation. Quand on dit personnel soignant de prise en charge, c'est habituellement le personnel de santé depuis l'enseignant de l'université jusqu'à ceux qui sont là, vos collaborateurs qui vous aident tous les jours, quitte à maintenir l'environnement sain, quitte à présenter les dossiers des malades, quitte à prendre les constantes. C'est dans ce lot que l'on met le personnel soignant. Et dans cette situation particulière de Covid-19, je crois et je suis presque certain que personne ne devrait être oublié en termes de prise en charge, en termes de protection. C'est tout le monde qui doit avoir sa protection et l'utiliser à bon escient. Donc je crois que c'est un jeu de mots qui ne dit pas toujours la même chose, mais c'est des terminologies qu'on peut utiliser de façon alternative. Existe-t-il un centre de prise en charge à l'intérieur du pays pour le Covid-19? Oui, il y a un centre de prise en charge à Kara qui se met en place progressivement parce que le seul centre de Lomé ne suffira pas. Donc, le laboratoire est en train de... un démembrement du laboratoire national d'hygiène, INH est en train de démembrer vers là. Il y a une structure qui se met en place à l'intérieur du pays. Et dans chaque district, il y a des formations qui ont été faites et du matériel qui va être envoyé de telle manière que les opérations se passent normalement. 99 49 86 23, 99 49 86 23. Je vais adresser la question à Dr Peto. Il vous félicite pour votre plateau d'abord. Je me demandais si la recherche de vaccins pour le Covid-19 est toujours en cours, malgré les cris d'alarme qu'on entend ici et là. Dr Peto. Non, mais aujourd'hui, c'est une question centrale. La stratégie mondiale de riposte contre cette pandémie comporte la recherche. Et cette recherche-là, aujourd'hui, il s'agit d'un virus. La vaccination est une stratégie essentielle pour venir à bout de ce type
de pathologies virales. Donc, et aujourd'hui, il est dénombré pas moins de 50 projets de recherche juste focalisés sur la vaccination. Je peux dire ici que les grandes industries pharmaceutiques, les grands chercheurs, les grands centres de recherche au niveau mondial sont aujourd'hui investis dans cette recherche de vaccins. C'est une course contre la montre. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un nouveau virus. Tout le monde a été surpris, alors qu'habituellement, cette industrie pharmaceutique, elle est tellement, je dirais, en alerte et surtout dans la course pour dire qui va trouver le médicament ou le vaccin avant l'autre. Ils sont toujours en anticipation, mais personne n'a anticipé, personne n'a vu venir le coronavirus qui nous met en défi aujourd'hui. Mais ces projets de recherche-là sont bien en cours, ça continue. Et je pense que malheureusement, on ne peut pas dire qu'on aura d'ici demain un vaccin parce que c'est un processus assez long. Même si on a pu décoder le matériel génétique de ce virus et qu'on a la solution pour trouver le vaccin, il faut encore l'éprouver en termes d'efficacité et d'innocuité. Et ça nécessite une batterie de tests, une batterie comment on l'appelle, d'essais cliniques qui sont très longs, en plusieurs phases. Et les prévisions les plus optimistes, c'est ça, 8 mois au moins, sinon 1 an. Voilà. On va répondre au 90 19 01 94. 90 19 01 94. Sa question est courte. Quel est votre avis, l'avis des invités, donc sur l'apivirine? Professeur Gouakoué, l'apivirine, c'est le nom de ce produit-là à base de plantes. Élaboré par un de vos collègues béninois, oui. le docteur Agon. Je crois que dans cette période d'urgence, il faut lire et s'interroger suffisamment. À travers les lectures, l'apivirine n'a pas été une molécule certifiée qui a fait véritablement ses preuves. Donc, en ce moment, je crois qu'il faut poursuivre le travail de manière à ce qu'on nous dise de façon certaine que la molécule est utilisable. Il y a des écrits qui, quand on les lit, les articles, quand tu les lis, tu te poses des questions. Donc, voilà mon point de vue sur cet aspect-là. Docteur Peto, vous avez de l'apivirine dans vos casiers? Non, l'apivirine, je dirais même que je ne le connais pas officiellement parce que je dois m'exprimer de façon officielle. Un médicament doit faire l'objet de validation par les autorités sanitaires du pays. Et c'est vrai qu'on est dans une situation d'épidémie où, avec le fait qu'on n'a pas de solution avérée et tout le monde peut proposer quelque chose, nous comprenons que ce chercheur béninois qui a d'autres médicaments qui ont été mis sur le marché, proposer cette apivirine dont on a parlé un peu partout. Mais je pense qu'il y a eu des retours qui ne sont pas pour le moment assez rassurants, qui ne sont pas concluants. Peut-être qu'il faut continuer par travailler là-dessus, mais je souligne que chaque pays, justement dans cette situation, on n'a pas une solution avérée. Chaque pays a choisi un protocole donné parmi tout ce qui est proposé. Le Togo a choisi la combinaison hydroxychloroquine ou chloroquine plus azithromycine pour prendre en charge tous les cas positifs de Covid-19. L'apivirine n'en fait pas partie, on ne va pas trop s'étendre dessus. Nous allons clôturer cette émission. Professeur Gouakoué, l'Ordre des médecins du Togo, quel rôle jouez-vous dans la riposte contre cette pandémie? Est-ce que vous êtes proactif? Est-ce que vous êtes consulté? Est-ce que vous intervenez? Vous êtes parmi les acteurs principaux de la riposte. Oui, je crois qu'il faut dire que l'ordre a été privilégié, je dirais, à 3 niveaux. Les ordres de façon générale, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens et tout récemment l'ordre des chirurgiens dentistes ont été consultés très tôt pour proposer une action à mener
Et je me rappelle que ce jour, j'ai dû convoquer de toute urgence tout le conseil. Et je vous assure, on a fait une proposition conséquente et une proposition large qu'on a remis aux responsables ayant demandé le travail, en l'occurrence le chef de l'État. L'ordre fait partie également de la cellule ministérielle où tous les jours, du lundi à lundi, tous les jours de la semaine, on expose les cas, on discute des problèmes, on fait des projections et toutes les questions posées concernant la protection des agents de la santé, le manque d'équipement, les promesses d'équipement, tout a été une participation active de l'ordre et au besoin, le relais est envoyé au niveau des membres de l'ordre. Ensuite, l'ordre fait partie intégrante de la coordination nationale et ce sont des atouts qui font que la participation de l'ordre sur le plan national est, je dirais, une participation active et actée. Mais à côté de cela, où nous participons, même l'ordre est membre du conseil scientifique. Oui, plus rapidement. D'accord. Mais dès le départ, très tôt, on a élaboré quelques messages clés. On a fait des affiches qu'on est en train de distribuer. Et l'ordre veille également à des infos qui ne sont pas de vraies par rapport à l'information. Et j'ai un secrétaire général qui est à les doigts agiles et qui très rapidement met sur le site ou sur la page du WhatsApp des informations de manière à ce qu'on soit proactif. Et l'ordre continue ce travail en insistant pour que chaque médecin puisse avoir l'équipement au moment où la distribution sera mise en place et probablement dans cette semaine. Merci infiniment pour votre participation. Docteur Preto, on va le résumer en 2 mots. Pour la riposte, assez bien, mais vigilance. Oui, en 2 mots, oui, on est l'Ordre national des médecins aussi engagé, il l'a dit. Mais aussi, aujourd'hui, nous avons un autre défi, c'est que nous devons continuer par assurer la disponibilité des produits de santé pour continuer à soigner tout le monde dans son cas particulier, dans un contexte où on n'a pas eu le temps de le développer, mais on a des difficultés d'approvisionnement réelles aujourd'hui et ça fait partie des questions que nous avons versées à tous les niveaux de la stratégie de gestion de cette crise qui comporte justement tous ces aspects et qui feront que le pays tienne debout. Donc, les collègues grossistes répartiteurs, on a travaillé ensemble pour qu'ils remontent leurs préoccupations, leurs difficultés actuelles, pour qu'on voit comment on pourra continuer à assurer l'approvisionnement du pays en médicaments dans un contexte où les avions ne volent plus et les circuits, même maritimes, aussi perturbés. Merci infiniment. Merci à nos fidèles téléspectateurs de nous rester fidèles. Dans un moment, une nouvelle édition. Merci aussi à l'équipe technique conduite par Sylvain Adibli pour leur sollicitude. À très bientôt pour un nouveau forum.